Eh bien, merci beaucoup Bruno pour cette introduction. Bonsoir à tous. Je vais en effet vous parler des histoires d'amour entre étoiles. En fait, il y en a certaines qui se finissent pas mal. Donc vous allez voir qu'il y a la voie possible à des histoires qui se finissent très bien, même chez les étoiles. Alors, en fait, c'est, comme je mets ici, une comédie dramatique en 9 actes qui doit se tenir en exactement 58 minutes. C'est ce que j'ai négocié avec Bruno. J'ai l'horloge ici. On a des témoins à côté. Donc, je vais essayer de tenir le rythme. Et je vais tout de suite vous parler, donc, évidemment, du commencement, c'est-à-dire la naissance de ces étoiles. Car oui, en effet, les étoiles, comme nous, eh bien, elles naissent, elles vivent, et puis ensuite, elles vont mourir. Et donc, la naissance de ces étoiles se produit dans des environnements qui sont assez extraordinaires, qu'on peut voir certains à l'œil nu, d'autres avec des jumelles ou une petite lunette ou un télescope. Et en fait, ce qu'on voit ici, par exemple, c'est l'un de ces endroits où naissent ces étoiles, ce qu'on appelle des fois des pouponnières d'étoiles, un terme assez sympathique. Et donc vous voyez en fait surtout du gaz, de la poussière. Vous pourriez très bien traverser ces endroits sans vous en apercevoir, parce que la densité est bien plus faible que le vide le plus poussé qu'on puisse faire sur Terre. Il y a quelques dizaines de particules par centimètre cube. Donc vous traverseriez cet endroit-là avec votre vaisseau spatial sans vous en rendre compte. Là, on le voit parce qu'on en est loin, et donc on voit la lumière qui va se réfléchir sur les différentes parties du nuage. Et vous voyez qu'il y a des parties qui sont éclairées et d'autres parties qui ne le sont pas. En fait, quand c'est éclairé, c'est qu'il y a des étoiles qui sont là pour éclairer le gaz qui est autour et qu'il n'y a pas trop de gaz devant pour nous cacher cette lumière. Et les parties qui sont sombres, c'est justement des endroits où il n'y a pas d'étoiles encore qui sont nées et où il peut y avoir du gaz qui nous cache la lumière des étoiles qui sont derrière. Alors, un petit exemple, puisque la Trifide, donc c'est dans le Sagittaire, on peut le voir facilement, par exemple depuis la ferme des étoiles, il suffit juste qu'il fasse beau la nuit. Une autre nébuleuse qui est encore plus facile à voir, mais qu'on voit plutôt en hiver, c'est une nébuleuse qui s'appelle la nébuleuse d'Orion. Et là, vous voyez la constellation d'Orion avec 4 étoiles ici assez reconnaissables. Et ici, vous avez les rois mages. Et là, vous avez 3 petites étoiles, enfin, quelques étoiles, un groupe d'étoiles. Et regardez, si je fais un petit zoom sur ces 3 ce qui ressemble à des étoiles, en fait, vous vous rendez compte qu'il y en a une qui n'est pas une étoile, mais qui est justement l'une de ces nébuleuses, une pouponnière d'étoiles. Et donc, dans celle-ci, dans cette nébuleuse qui s'étend, qui est assez grande, qui peut s'étendre sur plusieurs milliers d'années-lumière, après ça dépend des nébuleuses, et ça peut former plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d'étoiles. Et bien dans cette nébuleuse, si on fait encore un petit zoom, voilà ce qu'on voit. Donc ça ressemble un peu à une peinture, mais ce sont de vraies images, évidemment. Et là, vous voyez des endroits où, en fait, il y a une densité de gaz qui va augmenter. Et dans ce qui ressemble à une draperie, et encore une fois, vous pourriez très bien traverser sans vous en apercevoir, dans ce qui ressemble à une draperie, il y a des endroits où la densité va augmenter et où on va commencer à voir apparaître des étoiles. Alors, sur celle-ci, on voit surtout du gaz. On ne voit pas trop encore d'éléments qui pourraient nous faire penser qu'il y a des étoiles qui sont nées, à part peut-être ici, au centre, là, dans ce qu'on appelle le trapèze. Là, il y a un petit groupe d'étoiles qui sont en train de naître. Mais en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut aujourd'hui visualiser les étoiles en train de naître. Donc là, il s'agit d'une autre nébuleuse qui s'appelle la nébuleuse de l'Aigle. Et regardez, là, vous avez tout un environnement où il y a beaucoup de gaz. Vous voyez que c'est assez sombre. Et là, au milieu, on a l'impression que c'est un peu comme une clairière
il y a moins de gaz, on voit un petit peu du vide, on a l'impression, et on voit différentes choses. La première, là je fais un petit zoom, c'est qu'il y a des endroits où il y a des sortes de petites zones beaucoup plus denses avec du gaz. Et ce gaz, on le voit aussi ici. Là, vous voyez quelque chose qui ressemble un peu à des doigts. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la matière était partout à l'origine, et puis petit à petit, cette matière a disparu. Elle est partie parce qu'elle a été poussée par de la lumière, par des rayonnements d'étoiles qui viennent de naître. En fait, ce rayonnement d'étoiles, il va faire le vide. Il va faire le vide partout, sauf aux endroits les plus denses. Et donc, les endroits les plus denses, c'est ce qui se trouve au bout des doigts. Et en fait, quand vous voyez ça, vous savez qu'il y a une étoile qui est en train de naître, et elle naît où? Elle naît ici, là, là et là. Ça, ce sont des étoiles qui sont en train de naître. Alors, quand on a les premières photos de ce type d'image, on les a appelées les piliers de la création ou les doigts de Dieu. Bon, en fait, c'est tout simplement des étoiles qui sont en train de naître dans des environnements qui sont plus denses que le reste du nuage. Et là, regardez ce petit module qui est ici. Ça, c'est encore une étape après, une étape ultérieure, où en fait, vous avez là du gaz qui s'est rassemblé et l'étoile est en train de se former. Ce n'est pas encore une étoile, le gaz est en train de se condenser, la température augmente, la pression augmente, ce n'est pas encore une étoile. L'étoile, on va la reconnaître quand elle va commencer à naître. Et la première chose que fait une étoile quand elle naît, comme les humains, c'est qu'elle crie. Et on va apprendre à reconnaître le cri d'une étoile. Ça, c'est le cri d'une étoile. Et là, on sait que l'étoile, elle a commencé son processus de formation. Vous voyez les bras, les doigts là que je vous montrais tout à l'heure. Ici, vous avez un grumeau. Ce grumeau, c'est cette zone de densité qui est devenue de plus en plus dense, là où se forme l'étoile. Et vous voyez ici ce que j'appelle le cri de l'étoile, c'est ces jets-là qui partent de cette zone-là. On va voir pourquoi. Et vous voyez même que ces jets, ils sont en train d'entrer en collision avec la matière qui se trouve autour. Vous avez des jets qui partent à des vitesses qui ne sont pas relativistes, c'est des vitesses qui sont de quelques pourcents de la vitesse de la lumière, et qui vont entrer en collision avec le milieu interstellaire. Donc là, ici, on a la preuve qu'il y a une étoile qui est en train de se former. Alors, je vais vous montrer d'autres exemples qui sont assez jolis. Il y a celui-là en particulier, là, il y a une étoile qui est en train de naître. On ne voit pas l'étoile. On ne la voit pas parce qu'il y a tellement de gaz, de poussière devant cette étoile que ça nous cache complètement la lumière de l'étoile. Donc là, on ne voit pas l'étoile. Par contre, on voit des jets qui partent de l'étoile. Et ces jets, ils entrent en collision avec la matière qui se trouve dans le milieu interstellaire, avec la matière de la nébuleuse. Donc là, vous avez ici, là, quand vous faites le zoom, voilà ce que vous voyez. En fait, vous voyez ces jets là, qui sont éjectés, qui proviennent de l'étoile. Et là, vous avez un zoom de cette zone-là. Vous avez cette collision de cette matière qui va à quelques pourcents de la vitesse de la lumière et qui rentre en collision avec le milieu interstellaire. Alors, là, on voit les jets. Mais alors, qu'est-ce qui se passe au centre? Alors pour ça, il faut regarder d'autres étoiles. Et là, je vous montre une autre zone un petit peu plus avancée où on arrive à percer pour voir ce qui se passe au centre, au niveau de l'étoile. Et là, ce que vous voyez, c'est ça. On retrouve les jets, comme on voyait tout à l'heure, les mêmes jets qu'on voit ici. Mais en plus, vous voyez ce truc-là. Et ce truc-là, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement la zone centrale où en fait, l'étoile qui résulte d'un nuage de gaz qui est en train de s'effondrer sur lui-même, eh bien, se met à tourner sur lui-même. Et ce que vous voyez là, c'est un disque. C'est un disque de matière beaucoup plus dense au centre, et c'est pour ça qu'on voit du noir au centre, parce qu'encore une fois, c'est de la matière qui cache ce qu'il y a derrière. Et ce disque, il est en train de tourner autour de l'étoile qui est au milieu, et perpendiculairement à ce disque, vous envoyez des jets de chaque côté. On a la même chose ici, sauf que là, on ne voit pas le disque, mais là, vous voyez l'étoile, et là, vous voyez cette profusion de matière qui est envoyée vers le milieu interstellaire de chaque côté. Donc vous voyez qu'on a aujourd'hui des images qui nous montrent comment les étoiles naissent. Et regardez ce disque ici, là, avec les jets. Là maintenant, je vais vous montrer un scénario qui vous montre un petit peu ce qui se passe pour un peu fixer les idées là-dessus. Voilà, vous avez l'étoile qui est en train de naître ici, le disque de matière qui est en train de tourner autour de cette étoile,
et vous avez des jets qui partent. Alors là, c'est un processus qui est un peu complexe, hein, qui est à la fois la mécanique des fluides et qui invoque du champ magnétique. Et ça va permettre de faire partir de la matière de ce disque vers l'extérieur, de chaque côté évidemment. Voilà, donc ça c'était la naissance des étoiles. On va maintenant, donc ça c'était l'acte 1, on passe maintenant à l'acte 2, l'enfance des étoiles, quand les étoiles vont grandir. Sachant que dans une pouponnière, c'est comme dans les crèches des humains, c'est-à-dire qu'il y a des étoiles qui sont toutes petites, des étoiles qui sont un peu plus grandes, et puis il y a des étoiles qui sont beaucoup plus âgées, on va dire. On va retrouver la même chose ici, donc l'enfance des étoiles. Là, je vous montre une image où en fait on a des étoiles qui ont différents âges. Alors, vous voyez ici du gaz, donc ce gaz-là, il va permettre à d'autres étoiles de se former. Et vous voyez des étoiles qui sont déjà nées. Tout ça, c'est des étoiles qui sont très jeunes, qui appartiennent à cette nébuleuse. C'est vraiment le même environnement. Il y a du gaz ici, et là, il y a des étoiles qui sont déjà nées. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est ces petits globules-là que je vous ai montré tout à l'heure, ces zones un peu plus denses. Là, vous avez quelque chose qui est intermédiaire entre le gaz et les étoiles. Vous avez une petite étoile en train de se former. Donc là, vous passez d'une zone où vous avez 10 particules par centimètre cube, donc vraiment pas beaucoup de matière, hein, à une zone où on atteint les 10 000, 100 000 particules par centimètre cube. Ça devient beaucoup plus dense. Ce n'est pas encore suffisant pour démarrer tout le processus, mais c'est une étape intermédiaire jusqu'à arriver à la naissance des étoiles. Et pour faire le lien avec les images précédentes, on retrouve ici les piliers, comme les doigts qu'on voyait tout à l'heure. Alors maintenant, si on avance un petit peu dans cet âge des étoiles, dans leur évolution, ici je vous montre une nébuleuse de nouveau. Tout ça c'est une nébuleuse là. Et cette fois, cette nébuleuse, on va la percer, parce que sinon on ne voit rien, parce qu'il y a trop de gaz. On va la percer avec du rayonnement X. Alors évidemment, ce n'est pas nous qui envoyons du rayonnement X, ce sont les étoiles qui en envoient. Mais nous, on va le détecter avec des satellites qui observent en rayonnement X, et ça permet de voir à travers la poussière, à travers le gaz de la nébuleuse. Et donc, en faisant ça, on arrive à voir des étoiles qui viennent de naître autour de cette nébuleuse. Donc, à chaque fois, dans ces nébuleuses, on va avoir quelques centaines, milliers d'étoiles qui vont naître sur des environnements qui peuvent faire de l'ordre de la centaine d'années-lumière. Et si on avance un petit peu encore dans l'âge de ces pouponnières, eh bien petit à petit, vu qu'on va former de plus en plus d'étoiles, il y aura de moins en moins de gaz, et le gaz peu à peu disparaît. Et là, il y a un exemple qui est assez connu, c'est par exemple l'exemple des Pléiades, où là vous avez un environnement avec des étoiles qui sont déjà adultes, et vous voyez qu'il reste de la poussière, du gaz, qui résulte de la nébuleuse dans laquelle sont nées ces étoiles. Et petit à petit, en fait, ces étoiles vont partir, le gaz va disparaître, et à la fin, vous n'avez plus que les étoiles sans gaz. C'est un peu ce qui arrive au Soleil actuellement. Le Soleil est une étoile adulte qui n'a plus de gaz autour d'elle, et il n'y a pas d'étoiles qui se forment autour. Le gaz, en fait, le gaz, la poussière, tout ça, c'est parti. Les étoiles se retrouvent toutes seules. Donc voilà un petit album photo de l'enfance à l'âge adulte des étoiles. Donc au début, on a un nuage qui est très dense, qui va commencer à s'effondrer, à former cette structure. Vous avez l'étoile ici, le disque de matière et des jets ici. Et ensuite, peu à peu, tout ça va s'effondrer, l'étoile va devenir de plus en plus chaude au cœur, et à un moment donné, il y a quelque chose qui va permettre à l'étoile de fonctionner pendant toute sa vie, c'est des réactions thermonucléaires au centre. Et ça démarre donc à peu près à ce stade-là. Et ensuite, eh bien, vous avez l'étoile normale qui est donc née, et vous avez autour de la poussière qui va former des planètes. Et puis après, vous avez toute cette poussière qui a formé les planètes qui va elle-même disparaître. Vous avez l'étoile, les planètes autour, exactement comme le Soleil avec ses planètes autour. Donc ça, c'est l'album photo de ces étoiles. Et en fait, cela, on le sait à la fois par des modélisations et des observations. Donc des modélisations avec des ordinateurs poussés,
qu'on va pousser au maximum de leur capacité, et des observations faites avec des télescopes ou des satellites, pareil, en poussant l'instrumentation à son maximum. Et donc, vous avez vu que ça, ce disque avec les jets, c'est exactement ce qu'on voit ici. Là, on a un disque qu'on ne voit pas parce qu'il est caché, mais il est là, et là, on a des jets. Et ça, on a aussi des observations. Là, c'est une observation avec un radiotélescope géant qui se trouve au Chili. Et bien là, vous voyez l'étoile qui s'est formée, et là, vous avez des anneaux de poussière qui sont en train de se structurer. Et en fait, ces anneaux de poussière sont à l'origine de la formation planétaire. Et vous voyez qu'il y a des gaps entre ces anneaux. Eh bien, c'est là que vont se former les planètes. Et en fait, on passe là d'une étoile qui commence à naître à une étoile qui est déjà née et qui est en train de créer, de former, les planètes se forment toutes seules autour de cette étoile-là. Maintenant qu'on a vu donc cette naissance d'étoiles et cette enfance des étoiles, on en arrive à l'âge adulte des étoiles. Donc ça, c'est mon acte 3. Et la première chose qu'il faut remarquer, c'est que les étoiles nous montrent une grande diversité. Vous voyez, sur cette image-là, il n'y a que des étoiles. Il y a des étoiles qui sont bleues, des étoiles qui sont rouges, des étoiles qui sont lumineuses, des étoiles qui sont très faibles. Il y a une très grande diversité d'étoiles. Et on le voit quand on regarde le ciel, il y a des étoiles de formes différentes, de couleurs différentes, de températures différentes, donc une grande diversité. Alors, cela, on peut l'expliquer par l'évolution des étoiles, donc les caractéristiques des étoiles, leurs propriétés, on peut l'expliquer par leur évolution. Et là, je vais vous montrer probablement la seule chose un petit peu compliquée, on va dire, de cette conférence, c'est ce qu'on appelle le diagramme Hertzsprung-Russell, qui représente en fait l'évolution des étoiles. Là, vous avez la luminosité en fonction de la température. Donc là, on est froid, là, on est chaud, là, on est peu lumineux, et là, on est très lumineux. Et vous voyez que le Soleil, il est ici. Le Soleil, il est à peu près à 6000 degrés, et il fait une fois la luminosité du Soleil. C'est pratique. Le Soleil, il se trouve sur cette grande bande-là, qu'on appelle la séquence principale. Et c'est là qu'il va vivre, une fois qu'il est né, il va vivre toute sa vie pendant 10 milliards d'années. Et pendant cette vie-là, qui est la majeure partie de sa vie, il va transformer l'hydrogène qu'il a en son cœur en hélium. Et c'est comme ça qu'il va briller, qu'il va émettre de la lumière, qu'il va émettre de la chaleur. Toutes les étoiles qui sont sur cette bande-là sont des étoiles qui brûlent, qui consomment l'hydrogène pour former de l'hélium, avec de la fusion thermonucléaire. Le Soleil, dans 5 milliards d'années, il n'aura plus assez d'hydrogène dans son cœur, il va s'effondrer sur lui-même, la température au cœur va augmenter, et il va commencer à fusionner l'hélium pour former du carbone. À partir de ce moment-là, il devient ce qu'on appelle une géante rouge. Une phase qui est assez instable, qui va durer probablement 1 milliard d'années, pendant laquelle le Soleil donc, va beaucoup grossir, probablement englober l'orbite de Vénus, et sur Terre, il fera chaud, probablement plusieurs centaines de degrés, donc il n'y aura plus d'eau sur Terre, et donc il n'y aura plus de vie sur Terre, plus de vie possible. Sur Terre, évidemment pas non plus sur Vénus, probablement pas sur Mars, et probablement que si on est encore dans le système solaire à ce moment-là et qu'une vie veut subsister, il faudra aller plus loin pour être à une température plus faible. Alors il y a des étoiles qui sont très peu lumineuses, c'est celle-là par exemple, et puis des étoiles qui sont beaucoup plus lumineuses, et les étoiles beaucoup plus lumineuses sont aussi beaucoup plus massives. Et la dernière chose qui est importante à savoir sur les étoiles, c'est qu'une étoile de faible masse va vivre beaucoup plus longtemps qu'une étoile de grande masse. Une étoile de faible masse peut vivre plusieurs dizaines de milliards d'années. Le Soleil, lui, qui est une étoile plutôt moyenne, va vivre 10 milliards d'années, et une étoile très très massive va vivre une dizaine de millions d'années. Donc après, ça peut être très court. Regardons un petit peu ce Soleil. Voilà, ça c'est 3 mois dans la vie du Soleil. Alors pas pris complètement au hasard parce que c'est un moment où le Soleil était assez actif. Aujourd'hui, il est plutôt assez inactif. Vous voyez ici des taches solaires. Vous voyez la couronne solaire ici qui est en fait
où on voit des éruptions qui se projettent autour du Soleil. Alors il y a certaines éruptions qui partent comme ça et qui retombent sur le Soleil, puis d'autres éruptions qui partent et qui partent dans l'espace et qui vont arroser les planètes, dont la Terre, et provoquer des orages magnétiques. Donc ça, c'est juste 3 mois dans la vie de ce Soleil. Et vous voyez que c'est un bouillonnement incessant. Là, vous voyez deux grosses taches solaires. Hein. C'est un bouillonnement incessant parce que c'est que du gaz, le Soleil. C'est que du gaz. Et ici, à la surface, on a une zone de convection où le gaz est en train de bouger comme ça, à une température donc de à peu près 6000 degrés, sachant qu'au cœur, le cœur on ne le voit pas, mais au cœur il fait entre 10 et 15 millions de degrés. Et c'est à cette température qu'on peut faire de la fusion thermonucléaire hydrogène en hélium. Quand le Soleil deviendra géante rouge, au cœur il fera une centaine de millions de degrés. Donc il fera beaucoup plus chaud pour faire la fusion entre de l'hélium au carbone. Alors ça c'est le Soleil, qui donc est une étoile banale, moyenne, assez active, hein, mais d'une activité moyenne on va dire. Il y a des étoiles qui sont beaucoup plus actives. Je vous en montrer juste 2 exemples. Il y a celle-là, ça c'est une étoile qui émet un vent fort. Alors regardez un petit peu, en fait vous avez l'étoile qui est ici, voilà, en fait c'est un système binaire, donc il y a 2 étoiles déjà, et regardez ça, tout ça c'est du vent qui est émis par l'étoile. Donc ça c'est des données qui ont été prises en 1995, 3 ans plus tard et 2 ans plus tard. Et vous voyez la taille ici, c'est 200 unités astronomiques, c'est-à-dire 200 fois la distance Terre-Soleil. Donc là vous avez du vent fort émis par l'étoile sur 200, sur même plus, d'ordre de 500 unités astronomiques. 500 fois la distance Terre-Soleil, bien plus que le système solaire. Alors qu'est-ce que c'est que le vent? Ce n'est pas du vent comme on reçoit sur Terre. Ce qu'on appelle le vent des étoiles, c'est en fait des particules de la surface du Soleil. Ça peut être des atomes d'hélium ou de carbone ou d'azote qui peuvent être ionisés et qui reçoivent des photons, ce qui leur donne de l'énergie, et donc ces atomes partent avec une certaine vitesse. Et c'est ça qu'on reçoit sur Terre. Ce qu'on appelle le vent solaire, ce sont ces particules énergétiques, donc elles ne vont pas à la vitesse de la lumière, ce ne sont pas des photons, hein, ce sont des particules, donc elles vont à de grandes vitesses quand même, mais elles font entre le Soleil et la Terre, ça leur prend à peu près quelques heures pour venir. Donc aujourd'hui, on surveille le Soleil, ce qu'on appelle de la météo spatiale. On surveille le Soleil, et quand il y a trop de vent solaire, parfois on doit éteindre les satellites pour pas que les instruments soient saturés. Si les astronautes sont de sortie, on leur dit de rentrer dans la station spatiale, parce que ce sont des particules qui peuvent être dangereuses, causer des mutations, des cancers, etc. Donc c'est d'ailleurs quelque chose qui est un problème fondamental pour les voyages interplanétaires, dès qu'on sort de la Terre en fait. Alors il y a des étoiles qui sont encore pires que ça. Regardez celle-là. Ça, c'est pas un dessin, hein, c'est une photo, comme tout ce que je vous montre. Donc ça, c'est une étoile qui s'appelle Eta de la Carène. On pense que c'est une binaire aussi, avec 2 étoiles qui font chacune une centaine de masses solaires. Ce sont 2 étoiles très massives qui se trouvent au centre. Et ça, c'est un vent très fort. En fait, ce que vous voyez ici, ça, c'est l'équateur, et ça, ce sont les pôles de l'étoile. Et donc l'étoile est littéralement en train de perdre toute sa matière. Une étoile peut naître avec 100 masses solaires et finir avec 5 masses solaires. Entre sa naissance et sa mort, qui a duré une dizaine de millions d'années, elle va perdre 95% de sa masse juste en éjectant du vent comme ça dans l'espace. Donc celle-là, on la surveille beaucoup. On la surveille beaucoup parce qu'on se dit qu'un jour, elle va s'effondrer sur elle-même. Et là, il devrait y avoir un événement qui devrait être visible, ce qui peut être une supernova. Et évidemment, on aimerait bien voir une supernova. Ça fait 4 siècles qu'on n'a pas vu de supernova dans notre galaxie. On s'attend à en voir une par siècle. Donc là, il y en a 4 qui sont manquantes et on ne comprend pas pourquoi. Alors, bon, j'ai dit que j'allais parler d'histoire d'amour entre étoiles, donc il faut quand même que je fasse rencontrer des étoiles. Donc j'en arrive à mon acte 4, qui est justement la rencontre. La rencontre de ces étoiles. Est-ce qu'on voit des étoiles en couple déjà? Eh bien oui, on en voit. Alors ça, c'est une vue d'artiste, je précise. Vous voyez en fait ici 2 étoiles qui sont nées dans le même nuage, à partir de la même matière, et qui sont nées très proches et qui vont se tourner autour.
Et ces étoiles-là, si personne ne les embête, elles vont tourner autour pendant toute leur vie. Elles vont rester ensemble toute leur vie, elles vont évoluer ensemble toute leur vie, et on verra ce qui se passe après. Alors là, je vous ai montré une vue d'artiste, parce qu'on visualise mieux, mais ça ne veut pas dire qu'on n'en voit pas en vrai. La preuve, voilà, ça c'est une image en radio acquise avec ce radiotélescope dont je vous parlais, qui est au Chili, à 5000 mètres d'altitude. Là, vous voyez deux étoiles qui sont nées très proches dans un même nuage, dans une même pouponnière d'étoiles, et ces deux étoiles tournent autour l'une de l'autre. Et elles vont rester comme ça. A priori, si personne ne les embête, elles restent comme ça toute leur vie. Alors, on va voir que des fois, ça se complique quand même. Donc ça, vous voyez, deux étoiles. Il y a plus des 3/4 des étoiles, en particulier de grande masse, qui vivent en couple. Ce qui veut dire que chez les étoiles massives, vivre tout seul, c'est rare. Le Soleil, vous avez remarqué, il est tout seul. Le Soleil n'est pas très massif. On pense que pour les étoiles de type solaire, c'est à peu près 1 sur 2 qui vit en couple. On se rend compte aujourd'hui que la plupart des étoiles vivent en couple, au moins à un moment donné de leur vie. Elles ne sont pas obligées de rester en couple toute leur vie. On va voir pourquoi. Et alors, il n'y a pas que des couples. Il y a aussi des ménages à trois. Là, je vous montre un ménage à trois. Alors, un ménage à trois fonctionne bien dans des conditions particulières. Il ne faut pas que les étoiles soient toutes à la même distance, sinon ça devient compliqué. Un système assez stable, c'est quand vous avez deux étoiles qui sont proches l'une de l'autre, et la troisième qui est plus éloignée. Et la troisième va tourner autour du couple central ici. Ça, c'est une vue d'artiste d'un ménage à trois. Donc vous allez me dire, bon, les artistes sont super bons, mais ils fabulent. Mais non, puisqu'on en voit aussi dans les nuages moléculaires. Ça, c'est encore pris avec le radiotélescope de ALMA. Et là, vous voyez deux étoiles très proches qui se tournent autour. Et là, vous voyez ce filament-là, qui est en fait, c'est une sorte de bras spirale, si vous voyez, c'est une spirale dans ce système-là. Et là, vous avez la troisième étoile qui tourne autour de ces deux-là. Donc ça, c'est un ménage à trois, stable. Et a priori, si personne ne les embête, eh bien, ce nuage, ces trois étoiles vont rester comme ça, dans ce ménage à trois, pendant toute leur vie. Et je vous montrerai un autre exemple plus tard. Donc on a deux configurations, qui est soit cette vie de couple, où peu à peu la matière qui était dans le nuage interstellaire, dans le nuage, la pouponnière d'étoiles va disparaître, et vous retrouvez avec deux étoiles tranquilles qui se tournent autour de l'autre. Soit vous avez ces deux étoiles-là qui se tournent autour assez proches, celle-là qui est plus loin. Pareil, la matière de la pouponnière d'étoiles va partir et vous finissez avec un ménage à trois qui vit pépère sa vie de ménage à trois. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes possible, jusqu'à ce que il y en ait une autre étoile, un troisième ou un quatrième, qui arrive. Alors prenez ce couple d'étoiles qui vit sa vie pépère tranquille. Eh bien, s'il y a une troisième étoile qui passe avec la bonne vitesse assez proche, eh bien, ça peut fragiliser le couple. Là, vous avez deux étoiles qui sont ensemble, toutes les deux. Pour l'instant, ne regardez pas la fin de ce qui va arriver, parce que vous avez deux étoiles qui sont ensemble, tranquillement. Eh bien, il y en a une troisième qui arrive. Alors ça peut avoir deux effets. Si vous avez deux étoiles qui se tournent autour, il y en a une troisième qui arrive avec la bonne vitesse, le bon angle, eh bien, elle va chasser l'une des étoiles. C'est-à-dire que l'une des deux étoiles va rester et va se mettre en couple avec celle qui vient d'arriver. Et comme elle arrive avec une certaine vitesse, elle va en fait avoir l'autre effet de réduire la taille du couple. C'est-à-dire qu'elles vont se rapprocher. Elles vont être plus proches, les deux étoiles. Et on va voir ce que ça implique après sur la suite des événements. Vous allez voir que ça va changer la vie future des étoiles, qui du coup devient un petit peu moins pépère. Parce que les deux étoiles là, qui vivaient avant tranquilles, elles auraient pu vivre tranquille leur vie, comme ça, sans que rien ne change, jusqu'à ce que l'une meure, et puis la deuxième meure, et puis voilà, on n'en parle plus. Et là, le fait qu'il y en ait une troisième qui intervienne, donc d'abord elle a pris la place de l'un des deux, et puis elle va rapprocher le couple. Voilà, le couple qui vient de se former.
Alors, vous allez me dire, bon, on fabule encore, est-ce qu'on voit des choses comme ça? Eh bien oui, on en voit. Et on en voit évidemment plutôt dans des villes qu'à la campagne. Plutôt dans des amas globulaires, c'est-à-dire des endroits denses. Dans les amas globulaires, vous avez des amas globulaires qui peuvent faire jusqu'à plusieurs milliers d'années-lumière, ça peut être assez gros. Et là, vous avez jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'étoiles. C'est énorme. Et bien là-dedans, vous avez surtout au centre, il y a des zones assez denses, où là, vous allez avoir des rencontres entre étoiles. Donc, vous allez avoir des couples, un troisième qui arrive et qui prend la place de l'une des étoiles. Et ça peut se produire beaucoup de fois dans la vie des étoiles. Donc ce nouveau couple qui vient de se former, il y en a encore un autre qui arrive, et hop, il est encore remplacé, etc., etc. Et vous avez donc à chaque fois un remplacement d'une étoile par une autre étoile et un rétrécissement de l'orbite. Et les couples sont de plus en plus proches. Donc ça se passe évidemment plus facilement dans des endroits denses que dans des endroits peu denses. Dans des endroits peu denses, la vie pépère va continuer. Dans les endroits denses, par contre, il y a des échanges d'étoiles. Alors, qu'est-ce qui se passe, du coup, quand vous avez deux étoiles qui sont ensemble? Eh bien, j'en viens à mon acte 5, que j'ai appelé une relation fusionnelle, qui n'a rien à voir avec la fusion de l'hydrogène qui se passe au cœur de l'étoile, mais comme je n'ai pas trouvé de meilleure image, j'ai mis le soleil. Et bien maintenant, je vais vous raconter l'histoire d'une relation entre deux étoiles. Ce qui se passe au cours de la vie de deux étoiles, quand elles sont assez proches, c'est-à-dire quand c'est un couple qui est assez lié. Alors là, j'ai une super animation que j'ai faite moi-même et dont je suis très fier. Vous allez voir, j'espère que vous allez apprécier. Je prends une étoile qui est bleue, une étoile qui est rouge. J'ai deux étoiles. Je les mets là-haut, là. Vous allez voir comme ça toute la vie de l'étoile, enfin toute la vie du couple d'étoiles. Ces deux étoiles-là, elles sont nées dans le même nuage moléculaire, elles sont nées pas très loin, elles se tournent autour, elles vivent leur vie pépère, elles vont rester tout le temps ensemble, personne ne va les déranger. D'accord? Pour l'instant. La première étoile, qui est la plus massive, va évoluer en premier, donc elle va grossir, un peu comme le Soleil qui va grossir dans 5 milliards d'années. Donc je la remets là-haut. Et puis à un moment donné, eh bien, quand elle a vécu sa vie, comme c'est une étoile massive, elle va vivre, on va dire, 10 millions d'années, elle va s'effondrer sur elle-même et elle devient un trou noir. Oui, je sais, il y a un peu blanc sur mon écran, mais en fait, c'est un trou noir. D'accord ? Alors ça peut être aussi une étoile à neutrons, bon, c'est pas grave, c'est un objet qu'on appelle compact, étoile à neutrons ou trou noir. La deuxième étoile, alors voilà, je le mets là-haut, la deuxième étoile, elle va aussi évoluer, elle va grossir. Son enveloppe va grossir. Mais la différence, c'est que cette fois-ci, à côté, il y a un objet compact qui orbite et qui est pas si loin, qui reste assez loin, mais pas trop loin de cette étoile-là. Et donc cette étoile va grossir, mais en grossissant, elle ne va pas grossir de manière sphérique, elle va grossir comme une cacahuète. Et son enveloppe va envelopper, si je puis dire, va englober l'objet compact. Donc là, vous avez la deuxième étoile qui a grossi, son enveloppe ici, qui englobe le trou noir ou l'étoile à neutrons. Et alors, ici, il se passe quelque chose que je ne sais pas ce qui va leur arriver, parce qu'il y a deux possibilités. La première, c'est que, comme il y a cette enveloppe-là, cette enveloppe, c'est de la matière, hein, c'est pas rien, c'est de la matière. Et cette matière, elle freine l'orbite de cet objet qui tourne autour de cette étoile. Et donc, principalement par frottement visqueux, c'est-à-dire que vous avez de la matière, ça frotte et ça va la freiner. Et parce que ça la freine, eh bien, la séparation entre les deux objets va diminuer, et c'est assez drastique puisque ça peut atteindre un facteur 100. C'est-à-dire vous partez d'une période orbitale de 100 ans, vous finissez à 1 an. Si c'est 100 jours, vous finissez à 1 jour. C'est assez drastique. Et donc, si l'enveloppe reste là tout le temps, eh bien cet objet compact, il va se rapprocher et finir au cœur de l'étoile. On verra plus tard ce que ça donne. Par contre, imaginons que,
Alors ça, c'est l'histoire d'énergie entre l'énergie orbitale et l'énergie de l'enveloppe. Imaginons que... alors d'abord, donc, je vous montre le trou noir hop, qui s'est rapproché de l'étoile. Donc imaginons qu'à ce moment-là, le trou noir s'est rapproché mais n'est pas entré dans l'étoile. À ce moment-là, l'enveloppe disparaît. Elle est éjectée, l'enveloppe. À ce moment-là, vous avez un système qui est très proche et plus d'enveloppe autour. Donc là, le rétrécissement s'arrête et le trou noir tourne autour de l'étoile. Voilà, je vais mon système ici. Ensuite, la deuxième étoile donc, va cette fois-ci, alors elle est moins massive puisqu'elle a perdu plein de matière, mais elle va quand même évoluer, grossir un petit peu, puis elle va s'effondrer en étoile à neutrons ou en trou noir. Là, vous avez deux trous noirs qui se tournent autour. Cette histoire-là s'est passée en, on va dire, pour deux objets massifs, c'est 10, 20 millions d'années, pas plus. Et après, vous avez deux trous noirs qui vont se tourner autour et qui, peu à peu, par émission de rayonnement, qui est du rayonnement gravitationnel, ils vont se rapprocher. Ils vont se rapprocher, mais ça prend longtemps. Ça peut prendre 10 milliards d'années. Et à un moment donné, eh bien, ils vont se rapprocher tellement que on arrive à la fin de la vie d'un couple avec deux trous noirs et ils vont, cette fois-ci, fusionner en un trou noir plus gros. Et ça, on le verra tout à l'heure. Et là, vous avez donc ce trou noir à la fin. Donc voilà, vous avez les différentes étapes ici de la vie de l'étoile. Alors encore une fois, ça, c'est des choses qu'on voit. On voit non seulement cette évolution, mais on voit ces différentes phases et on voit qu'il y a de la matière qui passe d'une étoile à l'autre. Elle s'échange de la matière. Ce n'est pas seulement deux étoiles qui sont côte à côte et qui se regardent. Non, elles sont assez proches pour s'échanger de la matière. En tout cas, à certaines phases de cette vie de couple. Et donc on en voit, alors ça c'est une vue d'artiste, vous avez une étoile ici qui est en train de fournir de la matière à un trou noir ici. Et alors comment elle fournit cette matière? Eh bien, elle s'accumule sous la forme d'un disque d'accrétion et on retrouve des jets. Ça vous rappelle quelque chose peut-être? Vous vous rappelez quand on a fait la formation des étoiles, eh bien, on avait cette matière qui tournait autour de l'étoile qui était en train de se former, donc ce disque-là, un peu comme le disque d'accrétion, et on avait des jets, exactement comme cela. Sauf que ça, cette fois-ci, on a des jets relativistes. On a des jets qui peuvent atteindre plus de 90% de la vitesse de la lumière dans ces objets-là. Et donc cette forme-là des étoiles et du disque d'accrétion, elle est définie par ce qu'on appelle la géométrie de Roche, voilà, que vous avez ici. Et vous avez ici les points d'Euler et les points de Lagrange qui ont été magnifiquement expliqués par Jean-Marc Lévy-Leblond lors de son fil rouge. Et vous avez donc ici cette géométrie de Roche. Et en fait, la matière de l'étoile qu'on voit ici est en train de passer au point de Lagrange L1 et est en train de s'accumuler dans ce disque d'accrétion ici. Et peu à peu, ça devient de plus en plus lumineux. Et à un moment donné, la matière tombe vers le trou noir, à peu près pour 90% de cette matière-là. Et il y a une partie de la matière qui va être éjectée, pour à peu près 10% de la matière. Donc ça, on le voit, ces objets qu'on détecte aujourd'hui. Alors du coup, il y a plusieurs types de vie stellaire. Il y a plusieurs types de vie de couple. Il y a des couples qui sont assez pépères, qu'on appelle des couples détachés. Et là, en fait, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ils vivent ensemble, hein, mais pas grand-chose qui se passe. Ils sont loin. Il y a des couples qu'on appelle semi-détachés. C'est ceux-là. Or, ceux-là, ils sont assez proches et ils s'échangent de la matière. En tout cas, l'étoile là, cette étoile-là, donne beaucoup de matière vers cet objet-là. D'accord? Donc cette étoile, ici, donne de la matière ici. Et puis, il y a les couples en contact. Alors, les couples en contact, c'est ceux-là, représentés par exemple par la phase d'enveloppe commune que je vous ai montré tout à l'heure. Vous aviez cette forme de cacahuète. Là, on a un échange de matière qui est très instable, qui est très massif. Vous transférez beaucoup de matière. Eh bien, ça, c'est des objets qu'on détecte dans le ciel. Et je vais vous montrer juste deux petites animations. Ça, selon les statistiques les plus récentes, on connaît aujourd'hui à peu près 250 couples avec des étoiles assez peu massives, que vous voyez ici, et 167 couples avec des étoiles plus massives. Là, vous avez une étoile supergéante. Donc, c'est une étoile qui fait typiquement une vingtaine de rayons solaires, ou vingtaine, trentaine de rayons solaires.
qui émet un vent fort, un peu comme les exemples que je vous ai montrés tout à l'heure. Et autour de cette étoile, elle est en couple, mais elle vit avec une étoile qu'on appelle dégénérée, qui est un astre compact, qui est une étoile à neutrons, qui est beaucoup plus petite, parce qu'elle ne fait que 10 km et elle pèse beaucoup moins, elle pèse une masse solaire, à comparer avec la vingtaine de masses solaires de l'autre étoile. Et donc elle se tourne autour. Donc là, vous voyez l'étoile à neutrons qui va tourner autour de l'étoile supergéante, et elle est en train d'attirer la matière qui part de l'étoile, et donc on peut la détecter dans les rayons X. Et parfois elle s'éloigne un peu sur cette orbite excentrique, et puis elle se rapproche. Donc quand elle est loin, on ne voit pas de rayons X, et puis quand elle est proche, on la détecte. Donc ça, c'est des choses qu'on détecte aujourd'hui. Et dans l'autre exemple ici, vous avez cette étoile-là qui fournit de la matière dans le disque d'accrétion. La matière peu à peu se rapproche, toujours par frottement visqueux, et cette matière donc ensuite va tomber dans le trou noir, ici, pour une partie, et une autre partie va être éjectée. Voilà, donc des couples comme ça, on en détecte aujourd'hui voilà, plusieurs centaines dans notre galaxie. Donc on est content. La vie de l'étoile se passe bien. On a l'impression que tout se déroule et qu'il n'y a pas d'imprévu. Sauf que, et j'en viens à mon acte 6, avec les premiers doutes. En effet, il y a un moment donné, survient la crise de la trentaine, ou la quarantaine, ou la cinquantaine, enfin après vous choisissez ce que vous voulez. 2 millions d'années généralement, hein, trentaine de millions d'années, quarantaine de millions d'années, cinquantaine de millions d'années. Et bien à ce moment-là, il y a l'une des étoiles qui va en fait mourir. Alors attention, la vie de couple, elle ne meurt pas, parce que vous avez compris, une étoile qui meurt, elle se transforme en objet compact et on continue à échanger de la matière. Donc la vie de couple, elle ne s'arrête pas. Ce qui s'arrête, c'est la vie d'une étoile. Ça, c'est la grosse différence avec les humains. Là, vous avez une étoile à neutrons qui en fait résulte de l'effondrement d'une étoile très massive. Et vous voyez ici le résidu de cette étoile très massive. C'est-à-dire que lors de l'effondrement, là vous avez formé une étoile à neutrons et toute la matière, donc là ça veut dire que c'est une étoile qui auparavant avait peut-être 20, 30 masses solaires, hein, on ne sait pas exactement. Il y a une partie de la masse de l'étoile qui s'est transformée en cette étoile à neutrons qui aujourd'hui fait à peu près 1,5 fois la masse du Soleil. Et tout le reste de la matière a rebondi sur cette étoile et est parti, ce qu'on appelle le phénomène de supernova. Et là, vous avez toute la matière qui est partie dans l'espace, toute cette matière qui a rebondi, qui part dans l'espace interstellaire. Donc ça, ce n'est pas un dessin, c'est quelque chose qu'on voit actuellement, ce qu'on appelle la nébuleuse du Crabe, qui se trouve dans le Taureau. Vous pouvez voir facilement avec un petit télescope. Et en fait, là, vous voyez même ce disque ici, qui est en fait une sorte de tore de matière. Et vous voyez aussi des jets. En fait, cette image-là, un peu en violet, c'est une image en rayons X. Et tout le reste, c'est une image dans le visible. Donc là, vous voyez ce disque, vous voyez des jets, et ces jets, eux, sont éjectés à la moitié de la vitesse de la lumière. Donc c'est-à-dire que c'est un environnement très énergétique. Alors cette crise de la trentaine, quarantaine ou cinquantaine au choix, eh bien, ça arrive à toutes les étoiles, à la fin de leur vie. Et en fait, les étoiles, elles vont finir, une étoile comme le Soleil, qui n'est pas très massif, elle va finir en naine blanche, donc un objet qui fait à peu près la taille de la Terre, mais dans lequel vous avez mis à peu près la moitié de la masse du Soleil, donc c'est un objet compact. Hein. Ou alors en étoile à neutrons, pour une étoile plus massive, exactement comme celle qu'on vient de voir. Là, vous avez 1,5 fois la masse du Soleil dans un rayon d'à peu près 10 km. D'accord ? Donc c'est la masse du Soleil. Le Soleil, c'est quand même 100 fois plus grand que la Terre. Hein. C'est 1 million de fois plus massif. Donc là, vous mettez ça dans 10 km. Donc c'est massif, c'est compact, c'est dense. Ou alors, les étoiles, a priori encore plus massives, vont finir en trou noir. Donc à ce moment-là, le trou noir, c'est un objet qui n'émet rien, c'est-à-dire que tout ce qui rentre dedans ne peut pas en sortir, et même la lumière ne peut pas sortir du trou noir. Alors voilà, alors maintenant, moi j'ai, comme c'est justement l'acte des premiers doutes, je me pose 2 questions là. La première, c'est quand on est en couple, jusqu'à quand ça dure ? Ah, vaste question. Eh bien en fait, vous vous souvenez de ce petit schéma là, mon animation dont je suis très fier. Le problème, c'est qu'il y a plein d'événements dans cette évolution qui peuvent arrêter la vie de couple. Alors on va les passer en revue.
Le premier, je vous l'ai déjà détaillé, je vais vous montrer quelques exemples après, c'est l'enveloppe commune. Si on n'éjecte pas l'enveloppe assez tôt, alors le couple va fusionner, mais trop vite, trop tôt. C'est-à-dire que ces deux étoiles, elles vont se rentrer dedans. Et c'est fini. La vie de couple s'arrête là, ce n'est plus un couple. La deuxième chose, ah oui, alors donc du coup l'histoire s'arrête là, c'est fini, d'accord? La vie de couple, c'est juste ça. Il n'y a plus la suite. Deuxième élément qui peut jouer, alors là, je suis désolé, j'utilise le terme anglais parce que j'en connais pas d'autres, mais ce qu'on appelle le natal kick en fait en anglais. J'écris kick natal, j'ai fait un mélange d'anglais et de français. Le kick natal, je vais vous le mimer, c'est ça. Le kick natal, c'est on donne un coup de pied à l'étoile au moment de la naissance. Alors la naissance de quoi? La naissance de l'objet compact. Le kick natal, c'est ce qui se passe ici ou ici. En fait, l'effondrement de l'étoile, il se fait de manière asymétrique quand il se transforme en objet compact, en étoile à neutrons ou en trou noir. Et comme c'est asymétrique, ça lui donne une vitesse qui est dans on ne sait pas quelle direction. Donc si vous avez un couple comme ça, vous avez une vitesse comme ça, eh bien ça peut rapprocher le couple. Si par contre vous avez une grosse vitesse comme ça, et que l'étoile là, elle n'est pas assez massive, eh bien le couple il va être séparé. Et donc vous avez deux objets qui partent complètement séparés. Et là, ça casse le couple. Il y en a un qui part tout seul, et il laisse l'autre. Donc du coup, l'histoire peut s'arrêter là si ça se produit au deuxième effondrement, ou l'histoire peut s'arrêter là si ça se produit au premier effondrement. Et la vie de couple s'arrête. Et la troisième chose qui peut jouer sur la vie de couple, c'est le vent stellaire. Le vent stellaire, je vous ai dit, on perd beaucoup de matière. L'étoile peut passer de 100 à 5 masses solaires. Eh bien, si le vent stellaire est trop fort, et à un moment donné, l'une des étoiles, elle perd quasiment toute sa matière, et ça change complètement les caractéristiques du couple, qui peut se détendre et s'éloigner. Donc si vous avez trop de vent stellaire, le couple va s'éloigner, et en plus, il y a l'une des étoiles, celle qui avait beaucoup de vent, qui se retrouve à nu. C'est-à-dire qu'elle a quasiment plus de matière. Elle a tout perdu en vent, alors qu'elle était supermassive au départ. 100 masses solaires, elle finit avec 5 masses solaires. Et là, l'histoire peut s'arrêter assez rapidement. Et donc, pour arriver jusqu'à la fin, pour avoir un couple qui dure ensemble jusqu'à la fin, vous voyez qu'il faut passer par plein d'étapes. Il ne faut pas être perturbé par l'enveloppe commune, le kick natal ou le vent stellaire. Et puis, c'est pas tout, parce que, je vous ai dit, il y a des fois un troisième qui arrive. Vous voyez que pour arriver jusqu'à la fin de la vie de couple, parfois, ça passe par plusieurs étapes assez difficiles quand même. Je parle des étoiles. Alors ma deuxième question, c'est vaut-il mieux être seul ou mal accompagné? Eh bien ça, les étoiles se posent beaucoup cette question. Alors moi, tout à l'heure, je vous ai montré cette évolution. Ça, c'est ce qu'on appelle l'évolution binaire isolée. C'est-à-dire qu'on regarde une binaire, mais elle est toute seule, personne ne l'embête. Mais dans la vie, c'est rarement comme ça. Et en fait, il y a d'autres scénarios possibles d'évolution de binaire. Il y en a un qu'entre nous, on appelle la cacahuète, qu'en fait, le vrai terme, c'est l'évolution chimique homogène, et que les Argentins appellent el Che, parce que c'est Chemical Homogeneous Evolution. Alors j'aime bien ce terme-là. Et donc là, en fait, les étoiles sont très massives, très proches l'une de l'autre, et elles s'échangent de la matière dès leur naissance. Et du coup, comme elles s'échangent de la matière, c'est comme si on n'avait qu'une seule étoile. Et les deux évoluent en même temps, et elles meurent en même temps. Très pratique. Et le troisième, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la capture dynamique dans un amas dense. Et tout à l'heure, je vous ai dit, voilà, il y en a un troisième qui arrive. Alors comment ça se produit? En fait, c'est ça. Vous avez deux étoiles qui se tournent autour. Il y en a un troisième qui arrive, qui va éjecter celle-là. Donc voilà, il se trouve ici, avec une orbite plus petite. Le couple s'est rapproché. Et s'il y en a encore un autre qui arrive, ça peut encore rapprocher l'orbite, etc. À la fin, vous vous retrouvez avec deux étoiles qui sont très proches l'une de l'autre. Souvent, après l'échange avec un troisième qui a remplacé le deuxième, eh bien, le couple est plus rapproché et plus
proche et plus stable. Je parle des étoiles. Et j'en arrive à mon acte 7, qui est le contrat de mariage. Vous avez vu, il y a une belle alliance là. C'est une nébuleuse planétaire. Les étoiles aussi ont leurs alliances. Eh bien, alors là, dans mon acte 7, il y a 2 scènes. La première scène, c'est le régime de la communauté universelle. Là, c'est une autre nébuleuse planétaire qui est pas mal aussi, parce que ça, c'est une nébuleuse planétaire de binaire, c'est-à-dire qu'il y a 2 étoiles qui ont éjecté de la matière. Je vous ai parlé de la phase d'enveloppe commune. Voilà, je vous la montre. Là, vous avez cette cacahuète là, avec les étoiles qui sont. Il y a une étoile qui a évolué, puis il y a l'objet compact qui est à l'intérieur. Eh bien, imaginons que l'enveloppe commune ne soit pas éjectée. Je vous ai dit, ça va se rapprocher, se rapprocher, se rapprocher, se rapprocher. Eh bien, à un moment donné, l'objet compact, il rentre dans l'étoile, il se met au cœur de l'étoile et il y reste. Et ça, c'est un objet qu'on appelle un objet de Thorne-Zitkov, du nom des 2 auteurs qui l'ont étudié. On pense qu'on en a trouvé un dans un nuage de Magellan, mais on n'est pas complètement sûr. Il y a des signes qui nous montrent que peut-être c'est le cas. Donc, est-ce que c'est le rêve de tout couple fusionnel? J'en sais rien, mais en tout cas, là, la vie de binaire est terminée. Il n'y a plus de binaire, on ne voit plus qu'un seul objet. Et l'autre, il est à l'intérieur, et il va y rester jusqu'à ce que l'étoile, ici, là, la grosse étoile, s'effondre sur elle-même. Voilà. Mais elle, ça ne la gêne pas particulièrement d'avoir en son cœur cette étoile à neutrons ou ce trou noir qui lui est rentré dedans. La scène 2 de mon contrat de mariage, c'est le régime de la séparation de biens. Donc là, vous voyez, c'est une autre nébuleuse planétaire. Donc là, vous avez la naine blanche qui est toute seule. Probablement parce que le Soleil fera quelque chose comme ça. Vous avez le Soleil là qui sera géante rouge, qui va devenir naine blanche et qui va éjecter une partie de sa matière et ça va faire une belle petite nébuleuse planétaire comme ça. Et bien cette fois-ci, dans ce régime-là, l'enveloppe commune va être éjectée. Et comme l'enveloppe commune est éjectée, ça arrête le rétrécissement de l'orbite et les 2 objets se retrouvent tournés l'un autour de l'autre. C'est-à-dire que vous avez l'objet compact qui va tourner autour de l'étoile, mais ils se sont bien rapprochés. Et ce couple qui a survécu à cette épreuve s'en sort plus uni, puisque plus rapproché et donc plus stable. Alors évidemment, tout couple, chez les étoiles, souvent, ont envie de former une famille. Donc, j'ai dit tout à l'heure, au début, quand j'ai montré l'album de photos, les étoiles sont souvent entourées par des planètes qui vont se former juste après la formation de l'étoile. Eh bien, aujourd'hui, on connaît presque 5000 exoplanètes. Je crois qu'on en était à 4812 mardi dernier. Ce matin, on était à 4842. Donc là, aujourd'hui, à cette heure-là, je ne sais pas exactement combien on est, mais on détecte tout le temps des exoplanètes. Donc, les exoplanètes, c'est quoi? C'est des planètes qui sont en dehors du système solaire, autour d'autres étoiles. On en connaît plein, avec des caractéristiques différentes. Et là, je vais vous montrer un petit florilège où vous allez voir des planètes qui tournent autour d'étoiles, avec une super musique en même temps. Vous voyez, il y a plein de planètes qui tournent, et certaines tournent très vite, d'autres très lentement. Ça dépend de la taille de la planète par rapport à l'étoile. Certaines exoplanètes se trouvent au sein de couples. Là, par exemple, vous voyez celle-ci, là, c'est une exoplanète qui se trouve tournée autour de son étoile. Elle est toute seule. Là, c'est un parent isolé. Ces deux-là, elles ont 2 parents avec elles. Et regardez, celle-là, elle a 3 parents. Voilà, ça c'est un ménage à 3. Donc vous avez des étoiles, vous avez des planètes, pardon, qui ont un parent isolé, 2 parents ou 3 parents. Et maintenant, on en connaît un florilège, comme ça, je vous en montrer quelques exemples, mais en fait, il y en a plein qu'on connaît. Mais c'est pas rare, puisque nous, je vous rappelle, on a un seul parent, puisqu'on a le Soleil, c'est tout. On n'en connaît pas d'autres. Mais l'étoile la plus proche de nous est dans un ménage à 3, la coquine. Regardez là, ça c'est Proxima du Centaure, et bien elle est avec Alpha du Centaure A et B. Donc ça c'est un système gravitationnellement lié, c'est-à-dire qu'elles tournent autour, toutes les 3.
La différence, c'est que vous vous rappelez, je vous ai dit tout à l'heure, pour être stable, vous avez ces deux étoiles-là qui sont très proches et celle-là qui tourne autour des deux premières. Et ça, je vous montre là l'exoplanète Proxima Centauri B, qui se trouve donc être à côté de Proxima du Centaure, au sein de ce ménage à 3. Donc celle-là, cette étoile se trouve cette planète se trouve à 4 années-lumière. Donc la lumière met 4 ans pour y aller. Si par contre vous avez envie de vous établir là, pour y aller, ça vous prendra à peu près 70 000 ans. Bon, si finalement ça ne vous plaît pas, il faudra revenir, ça fera encore 70 000 ans. Hein. Ça fait 140 000 au total. Et donc j'en arrive maintenant à mon acte 9. Et il n'est pas impossible que je tienne le pari, Bruno. Hein. Mon acte 9, c'est l'ultime fusion. Regardez, là vous voyez un beau trou noir avec un champ déformé derrière. Ah oui, mais alors là, par contre, je suis obligé de faire une pause. Peut-être que je ne vais pas le tenir, Bruno. Parce qu'en fait, si certaines personnes sont sensibles, elles peuvent partir à ce moment-là. Donc j'attends 10 secondes, le temps que les personnes se décident. Non, aucune personne sensible. Eh bien donc, on va voir ce qui arrive à la fin. Ce qui arrive à la fin, vous vous souvenez de mon animation, là j'ai tout mis ensemble, vous voyez toute l'animation. Eh bien vous vous souvenez à la fin, il y a ces deux trous noirs là. Eh bien ils vont se tourner autour. Et là je vais vous montrer une animation de ce qui se passe quand deux trous noirs se tournent autour. Regardez bien, s'il y en a qui sont restés et que c'est trop dur, fermez-vous les yeux. C'est parti. Là, vous avez deux trous noirs qui se tournent autour, et vous voyez comment le champ d'étoiles, et même l'espace-temps, on pourrait dire, est complètement déformé. Et regardez ce qui arrive, ça va de plus en plus vite, c'est de plus en plus déformé, les deux se rapprochent, hop, ils fusionnent, et regardez comment ça tremble après. Et voilà. D'accord ? Ça, c'est la fusion de deux trous noirs. Alors ça, c'est pas une animation, c'est un vrai calcul. C'est un vrai calcul de ce qu'on pourrait voir si on était à côté de ces deux trous noirs-là. Alors évidemment, on n'a jamais été à côté, donc on n'a jamais vu deux trous noirs se fusionner comme ça en direct dans la lumière visible, comme on pourrait l'imaginer ici. Par contre, on l'a déjà vu avec ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles. Et je vais d'abord vous montrer ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est ça. On voit des choses qui se tournent autour avec une fréquence comme ça qui augmente petit à petit, et puis après, plus rien. Et en fait, ce qu'on est en train de voir là, c'est les trous noirs qui se tournent autour. Et je vais vous le faire écouter. Tendez bien l'oreille. Voilà ce que ça fait. C'est beau, hein ? Sauf que ça se produit en à peu près 1/10 de seconde. Donc c'est plus rapide que ce que vous avez entendu là. Ça, c'est ce qu'on appelle le gazouillis de deux trous noirs qui se rentrent dedans. Eh bien, ce qu'on a vu là, c'est deux trous noirs dont l'un fait 36 fois la masse du Soleil, l'autre il en fait 29. 36 plus 29, ça fait 65. Pourtant, ça a formé un trou noir à la fin de 62 masses solaires. Et donc, il y a 3 masses solaires qui ont été converties en ondes gravitationnelles, qui ont déformé l'espace-temps sur 1 milliard d'années-lumière pour arriver jusqu'à nous. Et c'est ça qu'on a vu. Et pour vous montrer que c'est énergétique, dans la dernière seconde avant la fusion, la luminosité, c'est-à-dire toute l'énergie émise par cette onde gravitationnelle, était supérieure à la luminosité de toutes les étoiles de l'univers entier. C'était énorme. Donc là, je vous montre un modèle de ce qui s'est passé. Là, vous avez les deux trous noirs qui se tournent autour, vous voyez, et petit à petit, ils se tournent de plus en plus vite, et hop, c'est la fusion. C'est le gazouillis que vous avez entendu tout à l'heure. Et juste pour vous donner une idée de ce que ça fait, là, vous avez deux trous noirs dont chacun a à peu près la taille de 90 km. Alors la taille d'un trou noir, c'est l'horizon des événements, c'est-à-dire que c'est le moment où les photons ne peuvent plus sortir, en fait. Donc vous avez deux trous noirs de la taille de 90 km qui, à peu près à ce moment-là, orbitent à la distance l'un autour de l'autre de 350 km, et ils font à peu près 75 orbites par seconde. 75 orbites par seconde. Ils se tournent autour 75 fois par seconde, ces deux trous noirs-là de 90 km de taille à 350 km de distance.
et quand ils se rendent dedans à la moitié de la vitesse de la lumière. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement violent, la fin de vie d'un couple d'étoiles qui s'est transformé en trou noir. Alors, malheureusement, on n'a rien vu d'autre que ces ondes gravitationnelles. On n'a pas vu de lumière, puisque de toute façon, on ne s'y attend pas. Quand c'est deux trous noirs qui se rentrent dedans, on ne s'attend pas à voir de la lumière. Mais par contre, on a détecté un petit tremblement de l'espace-temps grâce à ces interféromètres qui font 4 km de long et dont 2 se trouvent aux États-Unis. Et on a aussi un autre interféromètre qui fait 3 km de long et qui se trouve en Italie. Et pour vous montrer que l'espace-temps est très très peu déformé, c'est dur de le déformer. En fait, si vous voulez voir ce que ça fait sur vous, la déformation là, vous faites typiquement 1 mètre en taille. La déformation, c'est 10 moins 21 mètres. C'est-à-dire 0, une vingtaine de zéros, 1 mètre. Petit. Ça représente la taille d'un atome sur la distance entre la Terre et le Soleil. La distance entre la Terre et le Soleil a varié d'un atome. Ou la taille d'un noyau atomique sur le diamètre de la Terre, ou 1/1000 de la taille du proton sur ces 4 km. 1/1000 de la taille du proton. Ça, c'est la déformation de l'espace-temps par 2 trous noirs de 30 masses solaires qui se rentrent dedans à la vitesse de la moitié de la vitesse de la lumière. C'est pour vous montrer que l'espace-temps est très rigide. Il faut vraiment beaucoup d'énergie pour le bouger. Mais c'est beau. Il n'y a pas que des trous noirs qui se rentrent dedans. Il y a un autre événement qu'on a vu, où là vous avez ce signal gravitationnel, vous voyez que la fréquence augmente de nouveau, et ensuite on a vu un rayon gamma, qui cette fois-ci c'est de la lumière. Donc on a vu un signal gravitationnel et de la lumière. On a pu, comme il y avait 3 détecteurs interférométriques qui observaient en même temps, on a pu savoir à peu près, avec une bonne précision, d'où venait l'événement. Et ça a permis de localiser ce qu'on appelle la transitoire, c'est-à-dire l'objet qui est à l'origine de cette onde gravitationnelle, juste à côté d'une galaxie. Et là, on a pu montrer qu'on avait affaire à 2 étoiles à neutrons qui se rentraient dedans, l'une qui faisait 1,8 masse solaire, l'autre 1,1 masse solaire. Le produit final, c'était quelque chose qui fait 2,8 masses solaires. On ne sait pas si c'est une étoile à neutrons ou un trou noir. Probablement un trou noir assez léger, parce qu'une étoile à neutrons aussi massive, c'est dur de l'expliquer. Et là, je vais vous montrer une vue d'artiste de ce qu'on imagine. Voilà, imaginez 2 étoiles à neutrons qui, cette fois-ci, c'est des surfaces dures, compactes, qui se rentrent dedans. Donc c'est aussi quelque chose d'assez violent. Par contre, comme c'est moins massif, ça prend plus de temps pour se rapprocher dans la danse finale jusqu'à ce qu'elle se fusionne. Et là, je vous montre la différence de temps entre les 2 trous noirs là, que je viens de vous montrer et la binaire d'étoiles à neutrons. Ce temps de fusion de là à là, c'est en fait cette durée-là par rapport à la durée de la binaire. C'est-à-dire que la binaire d'étoiles à neutrons, on la voit qui se rapproche et qui fusionne. Et nous, des 2 trous noirs massifs, on ne voit que ça. C'est beaucoup plus rapide. Et du coup, c'est beaucoup plus dur aussi d'acquérir les informations sur ce qui se passe à la fin. Et quand 2 étoiles à neutrons se rencontrent, eh bien, elles fabriquent énormément d'atomes lourds. C'est-à-dire des atomes comme le carbone, l'azote, l'oxygène, et même des atomes encore plus lourds. Et ça, ce n'est pas une vue de l'esprit, on l'a observé lors de cet événement. Alors là, je vous montre des spectres qui, en fait, on regarde la lumière, on l'étale et on regarde les éléments qui sont ici. Il y a plein de raies, en fait. Et ça, c'est juste au moment de la collision. Et puis après, 2 jours après, 3 jours après, etc., jusqu'à 10 jours après. Et vous voyez qu'à ce moment-là, on a plein d'éléments nouveaux qui apparaissent. Et puis ces éléments, petit à petit, disparaissent. Ça veut dire que juste au moment de la collision entre les 2 étoiles à neutrons, il y a plein d'éléments qui sont synthétisés. Et tous ces éléments qui sont créés, et ça prouve que les étoiles sont de véritables alchimistes dans l'univers, tous ces éléments qui sont créés, on peut les retrouver dans la table de Mendeleïev, la table des éléments, des atomes. Et vous voyez qu'on va jusqu'au plomb, bismuth, et même plutonium. Tout ce qui est en orange, c'est ce qui est créé par des étoiles à neutrons qui se rentrent dedans. Et ça, on le sait depuis 2017,
qui est le moment où on a détecté ces 2 étoiles à neutrons qui se sont rentrées dedans. Au départ, on pensait que c'était seulement les supernovas qui créaient les éléments lourds à la fin de leur vie, plus lourds que le fer en particulier. Aujourd'hui, on sait que les étoiles à neutrons sont l'origine majoritaire des éléments lourds au-delà du fer dans notre univers. Alors, je ne vais pas vous montrer tous les événements qu'on a détectés en ondes gravitationnelles, parce que vous voyez, là, je pense que je dépasserai beaucoup. Vous voyez ici plein de fusions de trous noirs. Je vais juste vous montrer la fusion d'étoiles à neutrons dont je viens de parler. 2 étoiles à neutrons qui se sont rencontrées. Là, il y en a une deuxième qu'on a détectée 2 ans plus tard. Ça, c'est la fusion de trous noirs que je vous ai montré, qui était en fait la première qu'on avait détectée en 2015. Et aujourd'hui, on en a détecté, récemment, 4 ans plus tard, en 2019, on a détecté une fusion de trous noirs encore plus massif. L'un des trous noirs faisait 65 masses solaires, l'autre faisait 80 masses solaires, et sont rentrés dedans, ça fait un trou noir de 140 masses solaires. Et ça pose beaucoup de problèmes pour la compréhension de la formation des trous noirs. Probablement qu'on pense que ce sont des trous noirs de 2e génération. C'est-à-dire que ceux-là, qui sont à l'origine, ceux qui sont fusionnés, on pense qu'ils résultaient déjà d'une fusion. On a vu des fusions d'étoiles à neutrons, des fusions de trous noirs. Et bien en fait, on a aussi détecté des fusions entre étoiles à neutrons et trous noirs. On en a détecté 2 à 10 jours d'intervalle. Voilà, vous voyez ici une étoile à neutrons qui fait 2 masses solaires, qui fusionne avec un trou noir qui fait 9 masses solaires, et donc qui fait un autre trou noir qui fait à peu près une dizaine de masses solaires. Donc on a détecté des trous noirs qui se rentrent dedans, des étoiles à neutrons qui se rentrent dedans, et étoiles à neutrons, trous noirs qui se rentrent dedans. Donc ça, ce sont les détecteurs. Donc on a créé des observatoires des couples. Observatoires des couples aux États-Unis, il y en a 2. Un européen qui sont en Italie, il y en a en Allemagne, un au Japon, puis en construction en Inde. Et puis après, il y a des projets. On a un projet de faire un Einstein Telescope, ça c'est un projet européen, avec 3 bras de 10 km pour avoir une meilleure sensibilité. Et puis il y a aussi un projet de mettre des détecteurs dans l'espace, espacés de 2,5 millions de kilomètres chacun, avec une précision au picomètre, 10-12 mètres, pour pouvoir détecter cette déformation d'espace-temps. J'en ai presque terminé. J'ai un petit épilogue. Tout ça pour ça. Parce qu'en fait, j'ai commencé avec des nébuleuses interstellaires, des pouponnières d'étoiles. Après, vous formez le Soleil, qui devient une géante rouge, et qui va s'effondrer en naine blanche, et qui va redonner toute sa matière au milieu interstellaire, qui va permettre de reformer d'autres étoiles. Ou ça, c'est des étoiles massives qui vont exploser en supernova et qui vont de nouveau redonner toute leur matière à l'espace interstellaire et donc permettre de former de nouvelles étoiles. Donc en fait, ce sont des cycles qui permettent de recommencer comme cela. Donc avant de terminer, j'ai un petit avertissement. Voilà. Et vraiment avant de terminer, j'ai un petit remerciement pour les personnes qui m'ont inspiré cette semaine. Pas forcément d'ailleurs dans toutes les histoires que j'ai racontées. Et là, je termine vraiment avec un grand merci. Un grand merci pour votre attention. Et je vous dis merci beaucoup.